Rebonjour à tous. Désolé pour ce petit contretemps. Promis, si jamais vous allez chez Maison Mère, il n'y aura pas de contretemps. Pas du tout. Tout est carré. Quand on découvre un nouveau lieu, c'est toujours un peu difficile. Il y a pas mal de gens qui sont à distance, qui nous regardent là-haut. Donc n'hésitez pas aussi à nous poser à nous poser des questions d'ici la fin de l'intervention. Donc c'est assez rigolo parce que avec la conférence qu'on vient de faire juste avant, où il y avait la problématique de Dim, qui était de OK, on a une marque, comment on la fait vivre, comment on fait en sorte que les gens viennent acheter en direct. C'est vrai que c'est une grosse préoccupation aussi dans l'hôtellerie et on va en reparler. Euh, je suis donc avec Sarah, avec Aziz. Je vous laisse vous présenter rapidement, nous présenter un petit peu Maison Mère, comment on est arrivé à Maison Mère, parce que c'est finalement l'aboutissement déjà d'un premier projet. Et puis après, on va pouvoir discuter justement sur finalement comment on crée une marque hyper forte dans l'hôtellerie quand on n'est pas une chaîne pour le moment, mais comment on crée une marque hyper forte qui va faire en sorte de faire venir les gens, de les fidéliser et de faire en sorte que son hôtel soit finalement une destination. Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sarah Valenci. J'ai fait un parcours classique en marketing et communication. J'ai travaillé dans les médias chez Topito, donc je pense que tout le monde connaît Topito. C'est un média de divertissement qui est présent sur Facebook. J'étais chef de projet brand content là-bas, donc je m'occupais de toute la partie branding avec les marques, contenu sponsorisé. Et j'ai rejoint le projet d'Aziz il y a 2 ans maintenant. Et je suis devenue du coup la responsable marketing et communication de Maison Mère. Et ensemble, on a construit vraiment toute l'offre, l'identité de la marque. Tout à fait, merci Sarah. Je m'appelle Aziz Temimi. On est hôtelier de père en fils dans la famille depuis 1972. Moi, je suis arrivé il y a que 4 ans, donc assez jeune dans l'hôtellerie, avec des idées un peu folles par rapport à ce que mes parents, on est vraiment des vrais artisans de l'hôtellerie, 2 hôtels indépendants à Paris. Et je suis arrivé avec une volonté de remettre l'hébergement à plat. Aujourd'hui, nous, on pense que si on veut continuer à pouvoir vendre nos chambres 300 €, alors qu'on peut dormir pour le tiers dans un Airbnb tout à fait correct, offrir plus que du pratique, plus qu'une nuit de sommeil. Il faut vraiment marquer les esprits, créer des émotions, déclencher des souvenirs. Et c'est ce qu'on fait avec Maison Mère. Mon père m'a regardé avec des grands yeux quand je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, nous, on veut travailler sur un cérémonial d'accueil, on veut commercialiser l'hôtel en direct et se passer des intermédiaires. On va faire un lieu de vie, on va créer une marque, on va exister au-delà de nos murs. Et donc, c'est tous les challenges sur lesquels on travaille tous les jours chez Maison Mère. Et justement, tu disais c'est une affaire familiale, tu as récupéré l'hôtel de ton père, qui n'était pas Maison Mère d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu t'es dit, OK, je vais reprendre le business de papa, mais en fait, je vais complètement le transformer. Un gros chantier, plusieurs millions d'euros, pas mal de discussions pour convaincre de la vision. Ça s'appelait l'Hôtel de l'Océan. C'était un bed and breakfast économique. On pouvait dormir pour 80 € dans les environs de Gare du Nord, vers Métro Cadet et Square Montholon. Le quartier est monté en gamme, c'est gentrifié. On avait une opportunité aussi pour nous monter en gamme et faire un produit supérieur. Donc on a tout pété, on a fermé, on a refait complètement tout l'agencement, tout l'hôtel. On est allé très profond en plein Covid. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain, le 16 mars, plus personne ne venait, il fallait qu'on garde le chantier. Pas mal d'anxiété, on savait pas où est-ce que ça allait nous amener. Et on a réouvert en septembre on a eu beaucoup de chance, le marché est excellent aujourd'hui, je pense que vous le voyez tous dans les rues, on peut plus traverser une rue sans se faire bousculer par des touristes qui parlent anglais. Donc ça c'est bon signe pour nous en général. Voilà, ça a pris 20 mois, presque 2 ans. On a travaillé sur le chantier d'un côté, et c'est ce que je répète toujours à toutes nos équipes, l'hôtel, la déco, c'est un tiers du travail. Le deuxième tiers, c'est l'équipe, et le troisième tiers, c'est les clients qui vont incarner la maison. Comment, en tant que client, on incarne une maison, ou en tout cas un hôtel? Nous, notre valeur numéro 1, c'est l'authenticité. Ce qu'on veut offrir à nos clients voyageurs, à nos invités des chambres, c'est l'expérience parisienne. On veut vraiment s'éloigner de cette expérience fabriquée qui fait que les touristes pensent qu'on mange des escargots au petit-déj avec un béret sur la tête et qu'on est tous les jours au pied de la Tour Eiffel à boire notre petit cappuccino. Nous, on veut vraiment leur offrir l'expérience parisienne
Donc notre rez-de-chaussée, c'est notre lieu de vie. On n'aime pas le terme de lobby. Et notre rez-de-chaussée est à destination des voyageurs, mais aussi des locaux. Donc on a un coworking café comme ici, le Shack. On a un bar à cocktail, on a un restaurant, on a plein d'événements. On a des yogas certains matins, on a des concerts de jazz. Donc notre hôtel est fréquenté par des locaux, des voisins qui viennent travailler tous les jours, des Parisiens qui réservent et qui viennent de loin. Du coup, quand on a un couple japonais qui check-in, bah, juste derrière la réception, on a un coworking et ils voient 2 start-upers qui se lancent la balle. Quand on attend l'ascenseur, immédiatement à notre gauche, on a le bar avec des Parisiens qui picolent, qui rigolent. Et au final, c'est des synergies d'expérience. Ces 2 cibles qui se croisent vont créer des étincelles et vont offrir une expérience supérieure qui est émotionnelle, qui crée des émotions, qui crée des souvenirs et qui est supérieure à l'hôtel d'une grande chaîne où on nous vend les bateaux-mouches, la Tour Eiffel. Alors, avant de rentrer dans le détail de la marque et de l'hôtel, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est qu'on fasse un peu une overview de comment est organisé aujourd'hui le marché de l'hôtellerie, comment les gens achètent l'hôtellerie. Je pense que vous en avez tous un peu conscience. On passe par Airbnb, on va passer par Booking. Comment vous gérez ça, finalement, ces nouveaux concurrents et ces nouvelles plateformes? La commercialisation dans l'hôtellerie, pour moi, c'est une ineptie. On est, comme Sébastien le dit, on est commercialisé à 95%. Enfin, ce chiffre, je n'ai pas le chiffre exact, mais en très 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 grande partie par des intermédiaires. Et les marketplaces, donc Booking, Expedia, qui prennent 20% de commission, la primeur était là avant la vente en direct. Ce que je veux dire, ce qui nous surprend, pour faire clair, c'est qu'on est une des dernières industries à accéder à l'e-commerce. On est une des dernières industries à être vendue en direct. Aujourd'hui, l'hôtelier moyen, classique, lambda, petite capacité, se branche à Booking et attend que les réservations tombent et s'occupe du service de ses clients, de faire les chambres. Mais au niveau commercialisation, on se branche et on attend. Donc on n'a pas notre clientèle. On est sur le ring booking.com où on est une commodité. On est une combinaison de prix, dispo, localisation et notre client aujourd'hui. Et on attend que ça se passe. Moi, je trouve ça complètement délirant. Nous, ce qu'on fait avec Maison Mère et avec Sarah, c'est un des gros travaux de Sarah, on utilise à notre petite échelle tous les leviers e-commerce. Et quand un hôtelier classique remplit 5 à 10% de ses chambres en direct, nous, on arrive aujourd'hui, 6 mois après l'ouverture, à 40% de nos chiffres en direct, avec un travail soutenu, mais avec des choses de base, vraiment très, très humbles et très simples à vendre en direct. Et quand on y pense, c'est complètement délirant. On n'a aucun problème logistique. On vend du service. On n'a pas des problèmes d'envoi de logisticiens de stock. On n'a pas de problème de service après-vente. À part quand on a quelques enfants qui oublient leur doudou, il faut leur envoyer leur peluche. Mais il n'y a pas de souci après-vente. Et on se dit que ça serait l'industrie idéale pour faire de l'e-commerce. Et pourtant, aujourd'hui, pour un petit hôtel indépendant, on est assez novateur et assez pionnier. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est justement, peut-être que c'est la plupart des hôteliers sont peut-être comme ton père, sans vouloir lui manquer de respect, un peu à l'ancienne, qui ont tout ça, ou est-ce qu'il y a vraiment justement beaucoup de jeunes comme toi qui viennent innover dans ce marché et qui finalement sont en train de changer tout ça? Alors oui, nous on est des artisans hôteliers. Moi, je n'ai aucun problème à dire ça. Ma mère s'occupait des chambres, mon père s'occupait de la réception. Et beaucoup d'hôteliers indépendants, il faut vraiment faire la différence, sont artisans parce que la structure le nécessite. Il y a beaucoup de travail sur les opérations. Ensuite, il n'y a pas vraiment la culture chez ces indépendants du marketing et du branding. Aujourd'hui, on offre le service, on opère et les clients viennent pour la localisation, comme on le disait. Et le marketing est laissé derrière. Et pourtant, on pense vraiment que... Et de plus en plus d'hôteliers aujourd'hui préparent. Il y a des projets qui sont dans le pipe. Les chantiers sont longs, donc ça met du temps à arriver. Lifestyle, le terme est un peu galvaudé, mais où on vient pour la destination, mais on vient aussi pour l'hôtel. Mama Shelter, Hoxton, on choisit l'hôtel et ensuite on regarde où est-ce qu'il y aura un Hoxton. Donc ça commence un petit peu parce que aussi la clientèle a changé. La clientèle a changé, les hôteliers ont changé et on fait partie de cette nouvelle vague et c'est un petit monde en Europe, on se connaît tous un petit peu et voilà, et c'est là-dessus qu'on travaille et Sarah ça fait partie de ses tâches au jour le jour. Comment Maison Mère existe hors des murs, comment être dans la tête des clients avant leur projet de voyage et comment commercialiser en direct.
justement, pour être dans la tête des clients avant leur idée de voyage, il y a ce rapport à la marque qui est super forte, de se dire, bah, tiens, je vais chez Maison Mère, je ne vais pas juste à Paris, je vais chez Maison Mère. Comment on crée ça quand on est petit, encore petit, face à des mastodontes comme Accor, etc. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir cette désirabilité, surtout quand ils ne vous connaissent pas encore? Parce que il y en a, pour beaucoup, j'imagine que c'est le premier voyage, si ça fait que 6 mois. Comment on arrive à créer ça avant? Alors déjà, on a commencé bien avant l'ouverture de l'hôtel. Il faut savoir que Maison Mère, avant d'être un hôtel, on l'a construit comme un média. Donc on a vraiment travaillé la partie expérience, vie locale, mais aussi la faire découvrir déjà à une clientèle étrangère. Donc on a écrit beaucoup d'articles, on a beaucoup travaillé nos réseaux sociaux pour essayer déjà d'avoir un petit peu une présence à l'esprit sur notre future clientèle avant même l'ouverture. Et ensuite, c'est du travail de tous les jours, de continuer à nourrir la marque, à nourrir l'identité. On travaille beaucoup de leviers différents. Ceux qui sont les plus impactants en termes de notoriété, c'est évidemment la presse et l'influence. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On est en collaboration avec un bureau de presse. Et puis ensuite, en interne, on travaille d'autres leviers comme les réseaux sociaux. On fait aussi beaucoup de paid, du SEO. Donc, on essaye déjà de s'imprégner et de se mettre dans la tête des futurs voyageurs, savoir ce qu'ils cherchent avant d'arriver à Paris, les meilleurs marchés, les meilleurs manèges pour les enfants, Paris entre amis, Paris avec un chien. On leur propose ces articles, ils consomment notre contenu et ensuite on les redirige vers notre site et donc ils découvrent notre offre hôtelière. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la tête de nos cibles. On a vraiment créé des personas très poussés avant même l'ouverture pour leur offrir déjà du contenu en amont de leur séjour, mais aussi pour nourrir leur expérience pendant leur séjour, avec des packages expérientiels, des événements vraiment faits pour eux, etc. etc. Je sais pas où, moi quand j'envisage un week-end, là je prépare un week-end à Barcelone, la première chose que je fais c'est What to see in Barcelona ou Less touristic place in Barcelona. Et on se positionne avec Sarah sur ce type de contenu. Comme elle nous disait, Paris avec des enfants, Paris avec des chiens, le Paris authentique, le Paris à l'envers. Et à ce moment-là, le projet de voyage est encore inexistant. On est pré-projet de voyage. Et on tombe sur nos articles qui commencent à être très bien positionnés. Celui des manèges marche très bien, j'ai vu ça hier. Celui qui fonctionne le plus, c'est How to survive in Paris and not being a Parisienne. Et à ce moment-là, on met ce petit cookie. Avant même d'avoir prévu ce projet à Paris, on a un cookie et ensuite, comme ce que vous faites tous, hein, on a ensuite les SIM, les pubs sur Instagram, sur Facebook. Et c'est plus un sujet dans quel hôtel je vais dormir à ce moment-là, parce qu'on est déjà dans leur tête. C'est royal, mais c'est vrai que vous me disiez en préparant qu'il y avait 90% des clients qui n'étaient pas français, 40% à peu près aux États-Unis, 50% ailleurs en Europe proche. Ça fait beaucoup de territoires à toucher. Tu disais qu'il y avait une agence RP qui travaillait avec vous. Pour aller les toucher dans leurs magazines, dans leurs médias, etc., ça doit être un sujet hyper important pour, encore, et sans vouloir vous manquer de respect, encore une petite marque. Effectivement, nous, on a ciblé des marchés prioritaires. Donc, ça a été beaucoup l'Amérique, les États-Unis, parce que c'était les premiers à vouloir revenir en Europe après la crise sanitaire. Donc, on a élaboré toute une stratégie, notamment avec l'agence de presse pour aller toucher ces médias-là, mais aussi nous sur les réseaux sociaux pour leur offrir du contenu vraiment ciblé et pour justement cibler les publicités sur ce marché-là. Idem pour tous les autres leviers. En fait, on essaye vraiment d'avoir à chaque fois des publicités ultra ciblées en fonction de chaque segment cible et du coup en fonction de la localisation également. Donc ça passe par, on essaie de réfléchir à quand sont leurs périodes de vacances, quand est-ce qu'ils ont l'habitude de réserver un hôtel, combien de temps à l'avance pour leur proposer vraiment des publicités au bon moment et au bon endroit. Pour répondre vraiment très pratiquement, notre budget SIM, c'est 500 € par mois. Donc on va pas très loin avec, on peut pas couvrir le monde entier. Donc il faut juste prioriser. Par mois ou par heure? On essaie de mettre nos billes au bon endroit. Ouais. Au bon endroit, au bon moment. On cible les périodes de vacances scolaires. On sait que 100 € mis 2 semaines avant les vacances scolaires anglaises vont transformer temps. On priorise le retargeting. Enfin voilà, c'est vraiment mettre nos billes au bon endroit. Et on a beaucoup de leviers d'acquisition gratuits aussi. On essaie de se référencer sur beaucoup de médias qui font des listes des meilleurs hôtels à Paris, des meilleurs hôtels romantiques, des meilleurs hôtels en famille. Tout ça, c'est gratuit. On les invite à venir découvrir notre hôtel et après, ils nous référencent. Et ça, pour le coup, on a vu que c'était vraiment un très bon levier d'acquisition avec un bon retour sur investissement.
Donc c'est un peu notre priorité pour cette année, de balayer tous les marchés, tous les médias de tous les marchés qui sont bien positionnés sur Google et de se mettre dedans. Mais ça, c'est super intéressant parce que j'ai fait il y a une semaine une conférence sur les partenariats où, justement la personne qui intervenait elle me disait mais c'est complètement dingue, c'est que les gens aujourd'hui ils ont pris l'habitude de dépenser de l'argent, de faire beaucoup de publicité et en fait on en oublie les canaux gratos et de temps en temps c'est vrai que eh ben, peut-être que parmi les clients il y a des gens qui ont un peu d'influence avec qui il y a quelque chose à faire. Peut-être que justement il y a des médias, il y a des blogs, il y a plein de gens qui ont envie de découvrir des lieux. Potentiellement organiser une journée comme celle-ci, ça fait venir 50, 60, 70 personnes qui peuvent potentiellement parler du lieu, etc. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on a envie de dépenser et on oublie ces canaux. Là, on est complètement brainwashé. Le SIM est loin d'être notre premier canal d'acquisition. Aujourd'hui, déjà, on est les rois de la débrouille. La vidéo que vous voyez, par exemple, nous a coûté quelques repas. On a travaillé avec des mannequins en école de cinéma. À l'hôtel aussi, nous, on redéfinit la vision du luxe. Beaucoup d'hôteliers en général, de fournisseurs de produits et de services se disent que plus il y a de l'or, plus c'est grand, plus c'est beau, plus c'est riche, plus le client va apprécier. Et ben aujourd'hui, les clients, le luxe pour eux, ce n'est plus les hauteurs sous plafond, les dorures, c'est avoir un accueil personnel, être accueilli comme à la maison. Maison mère, c'est maison et maman avant tout. La bienveillance, c'est notre première valeur. Et on les accueille avec un grand sourire, en jean basket. On leur fait visiter la maison. Dans les chambres, il y a un mot à la main, une fleur fraîche. On est vraiment sur la personnalisation, sur la bienveillance, sur la simplicité d'une certaine manière. Et ça se ressent. On a ouvert, on était 1830e sur 1860 sur TripAdvisor. Il faut vraiment le vouloir. Même en le voulant, je pense que je n'y serais pas arrivé. 6 mois plus tard, on est à 75. On est dans le top 100, on est à la 75e place. Donc les clients valorisent vraiment ça. Et voilà, le système D fonctionne bien chez nous. On y va avec notre cœur, on y va avec la passion. D'ailleurs, dans l'équipe, on a favorisé la passion à l'expérience. On a beaucoup de gens très jeunes qui n'ont pas beaucoup travaillé dans l'hôtellerie, mais à l'entretien, on voyait vraiment des étoiles dans les yeux. Et bah, les clients voient ces mêmes étoiles dans les yeux finalement, et c'est ça le plus important. Et c'est vrai que tu disais il y a une hyper personnalisation aussi de l'expérience une fois sur place, que tu essayais de prendre le plus d'informations possible sur les gens avant qu'ils arrivent. Vous pouvez nous en dire 2 mots là-dessus? Ouais, sans aucun souci. C'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est l'effet waouh, le premier effet waouh qu'on veut avoir. Maison mère, on veut offrir l'expérience d'une maison, d'une grande maison d'amis incarnée, plutôt que celle d'un hôtel luxueux mais froid. Et pour ça, il faut connaître nos clients. Et pour connaître nos clients, on utilise tous les leviers qu'on a. On commence toujours par un mail pré-stay, on pose des questions, fleurs préférées, plutôt sucrées ou salées. Ensuite, quelques jours avant la résa, on a un membre de l'équipe, un de nos guest heroes ou maîtres de maison, qui va faire des recherches. Alors un petit peu comme le FBI, on va regarder sur les réseaux sociaux, tiens, il a un enfant qui est fan de Spider-Man. Et ensuite, on rentre ça dans notre CRM. On a plein d'outils qui font que tous les process sont semi-automatisés pour permettre à nos maîtres de maison de se concentrer sur l'essentiel, le service. C'est comme des présentateurs télé. Ils ont des fiches, ils délivrent le message, ils n'ont pas besoin de tapoter à droite, à gauche. Donc le client arrive, il a répondu à son mail pré-stay. On a fait 2-3 recherches sur lui. On sait quand est-ce qu'il arrive. Nos services de transfert font qu'on a une petite carte, on voit la voiture bouger. À l'arrivée, il accueille à la porte. On l'accueille par son nom. S'il est déjà venu, on a déjà tout qui est noté. On connaît ses préférences, on sait s'il a fait du shopping la veille, on sait s'il est fan de football. On chit-chatte avec lui. À l'arrivée dans sa chambre, il y a sa fleur préférée qui est disposée sur son lit, avec sa température de confort qu'il a choisie lui-même. Et un petit mot personnalisé où on passe le bonjour à son enfant, à sa femme. S'il est venu avec son fils, on aura le petit coloriage de Spider-Man. Et tout ça, c'est des petites attentions qui nous coûtent quoi, entre 3 et 5 euros par séjour sur un ticket moyen de 580 euros. Est-ce que ces 4 euros vont vraiment changer quelque chose? L'hôtelier moyen, oui, c'est toujours... Pour le client. Pour le client, exactement. Et ça, c'est l'inattendu, c'est la cerise sur le gâteau. On peut vraiment offrir beaucoup quand le client l'attend, sans que ça fasse un grand effet. Mais faites-le, oh, one more thing. La petite attention supplémentaire, bah, ça déclenche. Nous, on a entre 15 et 20% de clients qui laissent un commentaire sur TripAdvisor. Et ça, c'est atteint grâce à ces petites attentions.
Et c'est du travail, c'est de l'organisation, ça coûte du temps, donc ça coûte de l'argent. Mais ça paye. Et aujourd'hui, au niveau rentabilité, on est clairement dans les clous des grands hôtels. Et en plus de ça, on a grimpé TripAdvisor à une vitesse hallucinante. On a déjà des repeats, des clients qu'on n'aura plus à acquérir, qui continuent à venir, qui nous appellent en direct, donc plus de commissions à payer. Et c'est un tel plaisir. C'est le service qu'on vend. On est là, on reconnaît nos clients, les clients nous reconnaissent. On vend du bonheur, tout simplement. Donc, c'est vraiment un travail au jour le jour incroyable. Et justement, comment vous... je repense à... Pendant que tu parlais, ça me faisait repenser à une expérience que j'ai vécue avec mon père, où on est arrivé à un hôtel, où on sort de... Enfin, il nous ouvre la porte de la voiture et il nous appelle par nos prénoms. J'avais halluciné. Parce que comment savoir qui est qui, quoi. Et en fait, bah, ils avaient justement fait ce que tu viens de faire. J'y avais pas pensé, en fait. Ils avaient sûrement cherché sur Internet pour savoir qui était qui. Ils nous ont reconnus tout de suite. Et c'est vrai que ça fait la diff. Hein. Ouais, mais ce service de personnalisation, c'est des choses qu'on trouve en 5 étoiles en palace. Et il y a une raison, simplement, c'est qu'il y a eu besoin d'une brigade entière qui fait des recherches et qui prépare. Et ça coûte énormément d'argent. C'est beaucoup de staff. Et nous, ce qu'on fait chez Maison Mère, c'est qu'on a semi-automatisé presque toutes les tâches. Je viens de l'e-commerce, je suis un geek, j'étais ingénieur avant, j'ai fait du conseil en finance, en stratégie. Donc c'est un peu mon dada. Penser l'entreprise comme une grosse machinerie avec nos boulons et on améliore les choses. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont interconnectés, qui coûtent un petit peu en abonnement, c'est des SaaS, mais ça permet de gagner 2 heures par jour par ici, 3 heures par jour par là. Et aujourd'hui, c'est comme une belle ligne de production qui pousse à la suivante. Et du coup, ces process permettent de mettre sur les rails l'organisation. Ça nous permet de recruter des gens plus jeunes, moins expérimentés, moins chers aussi. Et ça nous permet donc de mettre de côté le travail administratif, d'avoir des gens moins chers, d'avoir moins de gens et de se concentrer sur une seule chose, c'est le service du client. Après, ça coûte un petit peu en bière. Parce qu'on a des équipes très 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 jeunes qui travaillent pas vraiment pour l'argent, c'est des stagiaires, voilà, ou des gens qui sortent d'école, qui travaillent pour le sens, pour le sentiment d'appartenance. Donc il y a un gros boulot de communauté chez Maison Mère. On a la MM Family avec les anciens qui reviennent, avec des sorties très fréquentes. Et voilà, un maître de maison heureux fait des clients heureux. C'est ça, c'est super important pour nous que ces maîtres de maison ils puissent vraiment incarner la marque. Et pour ça, il faut qu'ils y croient. Donc on a vraiment essayé de recruter des gens qui croyaient en ce projet, avant même qu'ils sortent de terre, hein, pour la plupart, pour qu'ils puissent bien le représenter devant les clients. Et cette journée, elle est basée sur le thème de la fidélisation. C'est vrai que quand on a un client qui vient, qui est satisfait, il ne revient pas toujours quand il vient des États-Unis ou d'ailleurs, il ne revient pas toujours à Paris. Comment on fait pour... Déjà, est-ce qu'on garde cette relation? Comment on fait pour la garder et avec quel objectif? Nous, la fidélisation, ça passe beaucoup quand même par le mailing. C'est un petit peu le dernier point de contact qu'on a avec ces personnes une fois qu'elles quittent les lieux. Donc on a un programme de fidélisation qui est en développement et ensuite on a développé toute une stratégie de mailing en fonction des segments, en fonction de ça fait combien de temps qu'il est venu chez nous. Donc on leur envoie des mails à chaque step, on va dire. Et l'idée, c'est de, grâce à toutes les informations qu'on aura récoltées pour eux, vraiment pouvoir faire des segments très précis et leur proposer vraiment du contenu qui sera en accord avec ce qu'il avait déjà consommé chez nous ou qui sera un petit supplément de ce qu'il a déjà consommé chez nous pour avoir une expérience un petit peu plus diverse. Après, pour la partie programme fidélité, on a un programme de fidélité pour l'instant qui est assez classique, mais c'est aussi un gros travail pour l'année 2022 de pouvoir étoffer un petit peu tout ça grâce à notamment Expérience, qui est un des outils qu'on utilise, qui développe beaucoup de choses en ce moment et qui nous permet d'être un peu pilote là-dessus. Donc on va développer un programme de fidélisation un petit peu plus costaud avec vraiment des vrais segments, avec on va dire des steps. Il faut qu'ils reviennent à Paris, parce que pour le moment, vous n'êtes que à Paris, et ça doit être un peu difficile pour gérer cette relation, parce que quelqu'un qui vient de New York, qui vient une fois à Paris, et qui après part dans le reste de l'Europe pour visiter, qu'est-ce que vous faites pour pas les saouler, quoi? Par le contenu, tout simplement, par la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même via des articles sur notre blog qu'on diffuse aussi après en emailing. L'idée, c'est de leur montrer que Paris is always a good idea et que c'est toujours intéressant de pouvoir revenir. Il y a toujours des expos, il y a toujours des nouvelles choses à faire. Et nous, c'est un petit peu par le contenu qu'on les accroche pour après les faire revenir chez nous. Vraiment le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Notre outil de mailing est très spécifique à l'hôtellerie, expérience hôtel pour les citer.
C'est un ami, il fait ça depuis 10 ans et maintenant, je pense qu'il est vraiment très, très abouti parce qu'il est lié à notre logiciel hôtelier. Tous les jours, pour schématiser, on a 100 personnes qui rentrent et 100 personnes qui sortent dans l'hôtel. Sur les 100 personnes qui rentrent, on récupère 60 emails à peu près. Et ces emails-là, on a toutes les informations. On a l'obligation de devoir scanner les passeports. Donc on connaît nationalité, date de naissance. Ensuite, dans nos process, on récupère à chaque maître de maison qui va chit-chat avec un client. Instantanément après, il va rentrer sur le petit CRM de quoi il a parlé. Est-ce que le client rentre de Galeries Lafayette, était à Disneyland, vient en famille, vient en affaires, aime chambre côté cour, aime chambre côté rue, était de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et donc, on a beaucoup d'informations pour les repeats, mais aussi pour les mailings. Et ensuite, on a aussi la date de séjour. Donc, jour X, aujourd'hui, 12 mai, on a eu 100 clients qui sont rentrés dans l'hôtel, 60 emails, donc 60 personnes avec beaucoup d'informations. Et cet outil de mailing automatique, on va programmer des campagnes qui tournent. Donc là, en ce moment, 2 semaines avant l'anniversaire d'un client, un mail part avec une promo. 2 semaines avant la fête nationale dans un pays, d'autres mails, une salve partent d'emails pour tous les gens qui viennent d'Angleterre avec une certaine promo et un certain contenu. Et à chaque fois, c'est un contenu, une promo, une date. Et un segment. C'est vrai qu'on a parlé pas mal d'expériences aussi et vous avez lancé, alors moi je l'ai rarement vu sur les hôtels, aussi des sortes de packs un peu contextuels, en amoureux, brunch, fête avec mes amis, etc. Ça raconte quoi ça de la marque et de l'attirance des clients vers vous? Toujours dans cette idée d'hyper-personnalisation et de s'adresser à vraiment des segments cibles. On a donc défini les personas, comme je vous avais dit au tout départ, et on s'est un petit peu mis dans la tête de ces clients. On s'est dit, bon alors, si j'ai 35 ans, que je suis avec mon amoureux et que j'ai envie de découvrir Paris, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire pendant mon voyage? Donc l'idée, c'est qu'on leur propose de dormir chez nous, mais pas que. Il y a des expériences qui se passent à la maison, un super beau dîner dans notre restaurant, mais aussi une balade en bateau privé sur la Seine qui se joint dans ce package-là. On essaie vraiment de se mettre dans la tête des clients et de proposer des petits packages comme ça qui peuvent correspondre à chaque segment cible. Donc on a les amis, on a des chambres spécifiques où on peut rentrer jusqu'à 6 qui sont communicantes. Donc on peut venir faire la fête à Paris entre amis. On a un partenariat avec le karaoké BAM. Donc ils peuvent faire un petit karaoké, open bar dans notre restaurant et ensuite dormir tous ensemble. Idem pour les amoureux, idem pour les familles, même pour les corpos. Les corpos, c'est quand même la clientèle business, c'est une clientèle très importante pour nous parce que c'est des gens qui peuvent revenir très souvent. Donc on essaie de leur proposer des packages à chaque fois assez expérientiels. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ne faites pas les timides. Allez, j'arrive. J'ai une question. Est-ce que vous avez de la vente, parce que vous avez parlé de services, mais est-ce que vous avez de la vente de biens connexes liés à un passage en chambre ou autre, qui, dans le principe de fidélisation, peut être un peu, parfois, on va dire comme les mailings, ça peut être un peu lourd de se dire j'ai passé une nuit dans une de vos chambres, et ça peut être aussi bien apprécié de se dire, je sais pas, on propose d'acheter un objet, je ne sais pas si ça peut être du café, ça peut être même un produit de sommeil ou autre associé. Est-ce que vous avez ça? Oui, effectivement, en plus des packages expérience, on a aussi les kits classiques, kit love, kit célébration, etc. Mais on a aussi dans chaque chambre une tablette digitale avec un concept store. Parce que Maison Mère, c'est aussi une galerie d'art éphémère et un concept store. On collabore avec des artistes et des petits créateurs. On renouvelle du coup la petite décoration tous les 6 mois et les expositions qui sont dans les couloirs et dans les chambres tous les 6 mois également. Et l'idée, c'est que toute cette décoration qui incarne vraiment Maison Mère et notre identité, elle soit aussi disponible à la vente. Donc c'est un petit peu une expérience en plus. On peut revenir avec un petit souvenir de notre voyage et de notre expérience chez Maison Mère dans notre valise. Et pour répondre, je pense que vous parlez de l'upsale. L'upsale, c'est un sujet constant chez nous. Et en effet, la limite entre là où on va harceler le client est ténue. Mais l'upsell commence dès le pré-stay. Donc on a un mailing en pré-stay où on va proposer, on va mettre en avant des packages F&B, on va mettre en avant d'autres packages pour essayer d'augmenter nos paniers moyens. Si le client n'ouvre pas ou ne clique pas sur l'upsell au moment du pré-stay,
la personne qui prépare le séjour va faire une recherche sur le profil et va recommander au réceptionniste, au maître de maison, 2 ou 3 produits à proposer à cette personne en fonction du segment qu'on a identifié. Donc vraiment, la qualification est vraiment clé. Comme pour le contenu, l'upsell, c'est proposer le bon service à la bonne personne. Et ensuite, au début de son séjour, on essaye d'upseller, d'upgrader. Et puis, dans la chambre, là, c'est beaucoup plus low touch parce qu'on rentre dans l'intimité du client. On a cette tablette qui permet d'acheter toute la déco et tout le F&B. Donc oui, l'upsell commence dès le pré-stay, continue pendant tout le stay avec plus ou moins d'intensité, mais surtout très qualifié. Merci beaucoup. Ça passe vite, hein. Ce qui est super intéressant et ce que j'adore dans la période dans laquelle on est en train de vivre, c'est que toutes les définitions sont en train d'être redéfinies justement. Genre l'hôtel n'est plus juste ce qu'on imagine et aujourd'hui c'est bien plus que ça. Les restaurants, tous les lieux d'expérience finalement sont en train de se réinventer et c'est cool, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On a 5-10 minutes et puis on reprend pour Light Online.